familiar, ¿no? Necesidades sociales de las familias de hoy que la gente termina comprando en el mercado informal, porque son inevitables en sociedades modernas en las que hombres y mujeres trabajan, y que si queremos que esas necesidades no sean satisfechas en la economía informal, debemos ser capaces fundamentalmente de hacer que los costes por la vía del mercado formal sean al menos tan competitivos como lo son en el mercado informal. Como estas medidas que establecemos de lucha contra la economía informal responden a esa lógica de sanción, de control, de inspección, que son necesarias, pero que son insuficientes. O sea, ni la lucha contra el absentismo ni la lucha contra la economía sumergida van a funcionar tan solo con mayores controles, con mayores sanciones y con mayores inspecciones, que eso es útil, pero eso tiene sus límites y en estos años nos lo han demostrado, ¿no? Y por tanto, todo este planteamiento de apoyo a los servicios a las personas en términos de generar una oferta que tenga calidad, que esté al alcance de las familias, de la inmensa mayoría de la clase media, debería también formar parte de esa política para hacer frente a esos dos problemas que identificamos como problemas de carácter colectivo, que se están tomando medidas, pero yo creo que ese modelo hay que abordarlo, insisto, sin prejuicios ideológicos, si de verdad queremos responder a las necesidades de las personas, de las familias y crear empleo, ¿no? En un contexto en el que es evidente y es una obviedad que el principal reto que tenemos planteados como sociedad es la generación de empleo. Yo en mi grupo, que en relación a esta cuestión he tenido algunos debates, hay una cierta insistencia, que la comparto, faltaría más, ¿no?, de que hay que crear empleo en sectores vinculados a las áreas del conocimiento, que en el caso de Cataluña pretendemos ser una sociedad que continúe siendo industrial, o sea, queremos tener fábricas de coches y queremos tener fábricas que producen complementos de los coches, apostamos por eso y queremos ser una sociedad de referencia en el ámbito de la innovación y la tecnología y apostamos por eso, pero al final los que trabajan en los centros de innovación y los que trabajan en las fábricas de coches y los profesores que trabajan en la universidad necesitan de este tipo de servicios. He presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados hace pocas semanas. Pretendemos que se pueda discutir lo más pronto posible, sabiendo que efectos prácticos van a ser relativamente pequeños, porque la legislatura se nos termina, pero que ayude a que elevemos esta discusión en una visión importante, ¿no?, de que nos convenzamos de que en la salida de la crisis, que en la generación de empleo en los próximos años, en el sector a los servicios de personas, el recorrido es enorme. La proposición no de ley plantea una necesidad de revisar la aplicación de la ley de dependencia en relación a esas cuestiones que les planteaba hace un rato y mandata al Gobierno a presentar un proyecto de ley que incorpore el cheque servicio, deducciones fiscales para la compra de estos servicios por parte de las familias y capacidad de deducción por parte de las empresas que otorguen estos servicios a las familias. A mi juicio, se necesita un desarrollo de un sistema nacional de atención a la dependencia y de un sistema también de atención a las personas. Los proveedores privados de servicios están estudiando con interés esta oportunidad y apuntan a la oferta de nuevos servicios. Pero han de ser servicios especializados. O sea, aquí no vale, no es lo mismo atender a niños con síndrome de Down que atender a autistas, como ustedes saben, que atender a personas con Alzheimer, que atender a personas con un accidente cerebrovascular. Y tiene que haber nuevos servicios que exploren nuevas formas de servicios alternativos. No está todo inventado, ya lo saben. No está todo escrito. Hay todavía muchos espacios que están sin cubrir, que están sin atender. Y esos espacios es a los que se deben de dirigir los nuevos servicios de atención a la persona. Necesidad de que la Administración encuadre unos criterios, unos indicadores y unos estándares de calidad para los servicios que forman parte del sistema. No se puede pagar a todos por igual.
Al que lo hace mejor, hay que pagarle mejor. El dinero tiene que seguir al paciente, a la persona, pero tiene que seguir también a la calidad. Y por eso tiene que haber necesariamente la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, tiene que transformarse, esto no lo he dicho en ningún ámbito, lo digo aquí por primera vez, se tiene que transformar en una Agencia Nacional de Calidad del Sistema Sanitario y Social y de Atención a la persona en los próximos tiempos para evaluar y para acreditar los servicios. Mi reflexión es que hay que efectivamente elaborar una nueva ley, no solo de atención a la persona, de política social y familiar en nuestro país. Hay que hacer una ley, una nueva ley de esa política de atención a las personas, pero donde se integre toda la política social y a la familia y de apoyo a la familia en España. Que esa ley necesariamente ha de contener medidas fiscales que hagan posible, desde luego, que este sector sea un sector que tenga condiciones especiales para que pueda haber inversión, pueda haber generación de riqueza y pueda haber, desde luego, un tratamiento diferenciado de IVA y un tratamiento diferenciado de cotizaciones a la Seguridad Social. Y también soy defensora de que haya una cartera de atención a la persona básica y común para todos los españoles, de que haya una aportación que sea la misma dependiendo de tu nivel de renta y que haya, estoy hablando en política social, no en política sanitaria, y que haya también una evaluación de la calidad del servicio que se presta y que haya, desde luego, una evaluación y un seguimiento que el dinero siga realmente a la eficiencia. Creo que el sector privado tiene un papel importantísimo, tiene un papel porque ha demostrado que lo puede hacer de forma más eficiente, que tiene mayor flexibilidad y creo que lo último y importante, el tema de la formación. Les services à la personne, tels qu'ils ont été véritablement mis en avant en France, et le niveau où on en est à aujourd'hui, je crois qu'il est dû au fait qu'on ait pu, à un moment donné, faire reconnaître que les services à la personne étaient une véritable branche d'activité. Je crois que si on n'arrive pas à faire reconnaître cette branche d'activité, aucun des acteurs, et en particulier les salariés, ne pourra s'y reconnaître et ne pourra évoluer. Alors, dans le plan Borloo de 2005, il y avait des objectifs. Alors, il fallait développer, simplifier l'accès. Déjà, il fallait faire connaître. Donc, faire connaître. Et il a fallu, je crois, le courage de toute une équipe pour se dire, allez, il y a un contexte, il y a un avantage fiscal, il y a tout ce qu'il faut pour que ça réussisse. Et je crois qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont eu un courage de dire, ben, allons-y, et essayons de faire en sorte que ça fonctionne, et faisons-le savoir que ça peut fonctionner. L'objectif, c'était de créer 500 000 emplois, donc entre 2005 et 2009. On va voir où on en est juste après. C'est vrai qu'il y a des débats entre les emplois nets et puis les emplois induits et puis tout ce qu'on voudra, mais je crois qu'on peut amener d'autres éléments. 4 grandes mesures: la création de l'ANSP, Agence nationale des services à la personne, parce qu'il fallait un coordinateur, surtout entre les ministères. Et puis il fallait donc un bras armé pour pouvoir faire avancer les choses et puis communiquer. Le dispositif fiscal attractif, oui, ben, il est évident, parce que celui-là, je veux dire, sans ça, je crois qu'on aurait eu beaucoup de mal à le faire démarrer. La mise en place d'un nouveau mode de paiement. Alors le CESU. Le CESU, c'est chèque emploi service universel, avec 2 modes. L'un qui est l'équivalent du chèque restaurant, mis en œuvre par les entreprises, mis en œuvre par certaines caisses de retraite pour les retraités, mis en œuvre par... et ça, donc, pour financer des services à la personne. Et puis un deuxième qui est lui toujours destiné donc aux particuliers employeurs pour simplifier les démarches et qui comporte 2 volets. Un volet qui sert à payer, comme un chèque, qui sert à payer le salaire net à une personne, et l'autre volet qui sert à déclarer ce salaire net et payer les cotisations sociales.
C'est de la simplification. Et enfin, des procédures d'agrément et d'autorisation, parce que pour uniformiser l'ensemble, eh bien, il faut répondre à des cahiers des charges quand on est entreprise, quand on est association, quelle que soit la structure, répondre à un cahier des charges qui permettent d'uniformiser des pratiques et qui permettent d'avoir un minimum de qualité dans la prestation accomplie. Le soutien accru, ça c'était le plan 2. Alors, parce que le plan 1, eh bien, il n'a pas trop mal marché. Donc, il y a eu effectivement une vraie dynamique. Il y a eu de la création d'emplois, mais il y a eu de la création d'entreprises. Il y a eu de la création de valeur. Il y a eu de la création, et surtout la création d'un secteur d'activité. Et une fois que ce secteur d'activité était lancé, une fois qu'il était reconnu, eh bien, donc, on est passé à une deuxième phase, où là, on a étendu, parce qu'encore une fois, tout n'était pas inventé, qu'il a fallu continuer à réfléchir. On a étendu et on continue à le faire. On a étendu donc le périmètre des prestations. On a rajouté des nouvelles prestations qui pouvaient rentrer dans le cadre des services à la personne. Le CESUF préfinancé, eh bien, il a été ce qu'on appelle le CESUF préfinancé, qui est l'équivalent du chèque restaurant. Eh bien, il a fallu également le faire connaître auprès des entreprises, le promouvoir. Et on n'est pas encore au bout de cette promotion, on n'est pas encore à faire en sorte que dans les entreprises, on connaisse ce mode de fonctionnement. Encore, les comités d'entreprise dans les grandes entreprises ou même les plus petites entreprises ne sont pas encore au fait du CESU, mais ça vient, ça vient. Tous les ans, pratiquement, on double le nombre de CESU qui sont émis. Simplifier, assouplir, professionnaliser. Alors, professionnaliser et améliorer donc la qualité de service. Aujourd'hui, il y a 2 millions de salariés qui travaillent en France dans le secteur des services à la personne, pour 21 services. Alors, il y a 6 grandes catégories. Hein. Les publics fragiles, handicapés, personnes âgées, malades, les travaux ménagers, les travaux de jardinage et de bricolage, la garde d'enfants, garde d'enfants à domicile, les assistants maternels et assistantes maternelles travaillant chez elles, et le soutien scolaire, l'assistance informatique ou administrative. Ça, c'est les 6 grandes catégories aujourd'hui qui fonctionnent. On a 22 000 structures. Alors, c'est vrai que quand on parle de coûts, d'un côté, combien ça coûte de mettre en œuvre ce type de politique? En face, c'est vrai que quand on cherche des réponses, qu'est-ce qu'on a à mettre en face? Si on regarde de toute façon, on a de la création d'entreprises. Parce que certes, on a 2 millions de salariés, mais c'est aussi 22 000 entreprises. C'est 3 millions de particuliers employeurs. Alors c'est vrai que ces clients, je dirais, donc pour partie, parce que dès lors qu'il y a dépendance, il y a prise en charge, il n'y a pas de déduction d'impôt, d'accord? Donc pour partie, ces clients, il y a une réduction d'impôt ou une déduction d'impôt. De l'autre côté, on a de la cotisation sociale, on a de la cotisation retraite, on a de la création d'entreprise, on a donc du paiement de TVA, même si elle a un taux réduit. On a de la création de richesses autour, parce que qui dit entreprise dit création de logiciels pour faire fonctionner également les entreprises, des logiciels adaptés, dit de la téléassistance quand on met en place de la téléassistance avec des nouvelles technologies, dit du pointage à distance, dit etc., etc. Il y a toute une économie qui est en train de se mettre en place autour des services à la personne parce que les entreprises se structurent, parce que ça devient un véritable secteur économique où bon nombre d'entreprises connexes se mettent à créer de la valeur ajoutée, là aussi. Et quand on regarde la valeur ajoutée, les 16 milliards d'euros de valeur ajoutée, c'est 1% du produit intérieur brut de la France. Ça n'est que la partie service à la personne. On ne parle pas de toute l'activité connexe.